À la guerre comme à la guerre, je remercie les organisateurs de m'avoir invité, ce qui m'a permis de traverser de charmantes contrées sous un soleil radieux, et également de vérifier ce qu'était le fédéralisme en France, c'est-à-dire le fait que eh bien, la même loi s'appliquait partout, ce qui nous permet d'avoir la principale création de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à savoir un radar tous les 5 km sur la route. Ça avait commencé sous Chirac, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce une excuse? Alors, je pourrais commencer effectivement mon exposé sur le fédéralisme ainsi, et dire qu'aux États-Unis, ça serait différent, parce que les règles seraient différentes, ou pourraient être différentes, suivant les États. Alors, comme tout mauvais orateur, je ne respecterai pas exactement le thème qui m'a été donné, ce qui ressort d'ailleurs du plan qui vous a été distribué. Je pense qu'il doit y en avoir un pour à peu près chacun d'entre vous, selon le vieux principe individualiste. Je vais en effet traiter d'un sujet légèrement différent, à savoir la construction européenne au regard du fédéralisme américain. Et je vais quand même plus parler de l'Europe que des États-Unis, mais je vais parler de l'Europe au regard du droit comparé, et donc ce droit comparé, c'est le droit des États-Unis d'Amérique. Au préalable, je souhaiterais vous parler un petit peu de la dernière campagne présidentielle en France. Je vais revenir un petit peu en amont à une déclaration qui avait été faite par Nicolas Sarkozy, plus exactement une lettre qu'il avait envoyée en 2011 aux députés, un procédé constitutionnel d'ailleurs tout à fait novateur. Et il avait indiqué aux députés dans cette lettre, je cite, « Nous devons doter la zone euro d'un véritable gouvernement économique. Lui seul peut définir une stratégie économique commune assurant la cohérence de la politique des États membres. » Déclaration très intéressante qui permet de comprendre qu'en France, globalement, la droite, la gauche et le centre ont à peu près les mêmes idées en matière européenne. Je ne parle pas des extrêmes, bien entendu, je parle des gens modérés. Et bien entendu, il y a aussi des différences de détail, mais globalement, en tout cas, lorsque la droite ou la gauche arrive au pouvoir, c'est à peu près la même politique qui est menée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière campagne présidentielle? Je vais traiter des propositions de droite et des propositions de gauche. Je vais commencer par un burger quiz. J'aime bien, je ne vous prends pas pour des étudiants, je vous rassure tout de suite, même s'il y a peut-être des étudiants ici. Mais j'aime bien avec mes étudiants faire un burger quiz, qui est généralement un burger quiz complètement idiot. Ça détend. Alors, je vais vous donner 2 phrases qui sont des paragraphes d'un programme politique. Et vous allez me dire s'il s'agit du programme petit a de l'UMP, petit b du Parti socialiste ou petit c du Parti communiste, prétendument français. Voilà ces 2 paragraphes. Premier, promouvoir une refondation de l'Europe plus forte et plus protectrice. Deuxième citation, réfléchissez. Deuxième citation, promouvoir des industries fortes en Europe, 2 points. La fin de la libéralisation et de la concurrence comme dogme. C'est l'UMP, vous avez tout à fait raison. C'est l'UMP, l'UMP, qui a changé. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'Union pour la minorité non présidentielle. C'est effectivement ce qu'on trouve dans le projet 2012 de l'UMP. Alors, c'est vrai que personne ne l'a lu, mais ça, c'est comme d'habitude. C'est un tort parce que c'est un projet très intéressant et très complet sur l'Europe. Alors on nous dit que la priorité effectivement, ça n'est plus la libéralisation de l'Europe, mais c'est le fait d'avoir une promotion de l'emploi et de la croissance. Il me semblait que c'était plutôt lié à la libéralisation, mais je dois retarder un petit peu. On nous dit également que la concurrence déloyale, ce sont des gens méchants, ce sont des méchants étrangers qui vendent des produits moins chers que les nôtres, et parfois meilleurs. C'est inadmissible, donc nous allons mettre des barrières, enfin des barrières plus importantes, et comme malheureusement on ne peut plus les mettre au niveau français, mais on va les mettre au niveau communautaire, ou encore plus au niveau communautaire.
Il faut que Bruxelles prenne conscience du fait que les aides d'État aux entreprises ne sont pas une mauvaise chose. Il faut de grands projets industriels européens, car nos chefs d'entreprise sont des gens débiles au sens étymologique du terme, et heureusement nos bureaucrates sont là pour nous dire quels sont les grands projets d'avenir. Voilà le projet de l'UMP. Alors, je vais citer toujours à droite ce qu'il y a de plus évolué à droite actuellement. C'est pour un humanisme social, libéral et européen. Vous savez, c'est la composante la plus libérale ou la moins antilibérale de l'UMP actuellement. Et là, je ne plaisante pas, c'est vrai. Il y a 5 points qui sont développés dans le programme de ce qui va peut-être devenir un courant de l'UMP dans quelques semaines. Et le 5e point est consacré à l'Europe. Ça commence ainsi, vous pouvez le consulter sur Internet. L'Union européenne doit peser davantage sur la scène internationale et être capable de protéger ses frontières. Première déclaration sur l'Europe. Et il est indiqué ensuite, nous sommes partisans d'une Europe fédérée. En tant que juriste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une Europe fédérale, je sais, à peu près. Une Europe fédérée, je ne sais pas. Qui n'a pas peur d'élargir les domaines de souveraineté partagée ni d'ériger une union budgétaire, fiscale et sociale. Programme d'un des courants, entre guillemets, de l'UMP. Passons, après les socialistes de droite, aux socialistes de gauche. Le Parti socialiste. Vous avez eu un projet, là encore très complet, du Parti socialiste, le projet Le Changement, projet de 2012, et il y a une contribution nourrie à la vision européenne des socialistes. Qu'est-ce que c'est que cette vision européenne ? Eh bien, c'est une vision qui ne se veut pas naïve. Le libre-échange, c'est terminé. On passe au juste échange. C'est l'équivalent du juste prix. Pas l'émission de télévision. Il faut plus de solidarité. Il faut plus d'harmonisation. Il faut, ça, je pense que ça vous avait peut-être échappé, il faut un serpent fiscal. Oui, il faut un serpent fiscal. Alors, évidemment, le serpent fiscal, ça n'est pas la bête qui va vous piquer votre argent d'ailleurs, qui va vous piquer. Ça n'est pas non plus l'animal qui se mord la queue. Le serpent fiscal, c'est évidemment un relent de serpent monétaire européen, du nom de quelque chose qui a d'ailleurs échoué dans les années 1970, mais peu importe, c'est pas grave. Et le serpent fiscal, vous l'avez bien compris, eh bien c'est surtout d'éviter que les taux d'impôt sur les sociétés ne dépassent pas certaines marges, à l'image de la TVA. Et puis, il faut réfléchir quand même à la création d'un impôt européen, parce que c'est vrai qu'on manque un petit peu de fiscalité au niveau européen. Il faut organiser le commerce international, et sur ce point d'ailleurs, l'UMP et le Parti socialiste disent la même chose, c'est-à-dire qu'il est inadmissible qu'il y ait des produits qui entrent en Europe alors que les mêmes normes fiscales, sociales et environnementales ne soient pas respectées. Dernière citation, François Hollande, dans son programme qui s'intitule donc les 60 engagements pour la France. Je ne vais pas vous la faire à la François Hollande, mais je pourrais. Moi, président de la République, j'interdirais les carambars dans les cours de l'école. Alors, dans ces engagements européens, il y a 3 engagements. 11e, 12e, 13e engagement. 11e engagement, renégocier, je vais renégocier le traité européen. On a vu ce que ça a donné. En réorientant le rôle de la Banque centrale européenne. 12e proposition, alors là aussi c'est relativement proche de l'UMP quand même, je défendrai un budget européen au service des grands projets d'avenir. 13e proposition, il faut une nouvelle politique commerciale pour mettre fin à la concurrence déloyale, etc. Donc un projet très flou, d'ailleurs à l'image de l'ensemble du projet de M. Mimolette, qui a été donc mis en place, ou qui est en train d'être mis en place, à peu près. Voilà le débat français, vous l'aurez compris, le débat français sur l'Europe a été lamentable cette année. Lors de l'élection présidentielle, il a été d'ailleurs à l'image des élections présidentielles. Qu'est-ce que je veux faire dans cette allocution ? Insister particulièrement, vous allez le voir, sur les concepts, parce qu'il y a beaucoup de flou, un flou artistique, et qui est d'ailleurs, comme je vais l'expliquer, un flou voulu sur les concepts relatifs au fédéralisme.
D'abord, je vais m'interroger très rapidement sur ce qu'est la construction européenne. Je dois dire que c'est une expression que j'ai toujours eue en horreur, sans doute en hayekien distingué. Construction européenne, pour moi, ça renvoie à constructivisme. Qu'est-ce que c'est que la construction européenne? Je dirais, ça a été anticipé lors de l'allocution précédente, essentiellement, c'est une machine à réglementer. L'Europe est devenue une machine à réglementer. Alors j'aurais pu prendre des exemples, vous les connaissez tous, on vous en a déjà cité dans l'exposé précédent, mais tout le monde connaît le fameux texte sur l'importation de caramel mou, sur la longueur de la banane ou sur les rétroviseurs des tracteurs agricoles. Je pensais qu'au niveau européen, on aurait une autre ambition que cela, mais c'est ainsi. Et effectivement, tout à l'heure, une personne dans la salle s'est un petit peu inquiétée des normes européennes. Cette personne n'est pas la seule. Nous avons effectivement en France une réglementation qui est avant tout communautaire et sur laquelle on n'a pas prise, ce qui énerve beaucoup dans de nombreux cercles, là, à droite, à gauche, au centre. Qu'est-ce que c'est encore que l'Europe? Vous allez voir que je suis très sévère dans mon appréciation. Ça ne veut pas dire, c'est toujours le piège qui est tendu, vous êtes contre la construction européenne, donc vous êtes contre l'Europe, vous n'êtes pas un bon Européen. L'Europe, c'est une construction antidémocratique. Ça a toujours été le cas. Mais je voudrais vous citer quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui a fait un entretien dans un quotidien du soir que je ne citerai pas, en 2005. Vous voyez, ça remonte un petit peu loin. Cette personne, c'était un député européen espagnol qui était le co-rapporteur du projet dit de constitution européenne, selon d'ailleurs une expression fort abusive. Cette personne nous disait ceci. Le journaliste du quotidien lui posait la question: que va-t-il se passer s'il y a un échec du projet de, entre guillemets, constitution européenne? Et ce député nous explique que le texte, bien entendu, doit être ratifié selon les textes par un nombre d'États requis, mais qu'il est prévisible qu'il y ait beaucoup d'États qui ratifient le texte, et donc que ces États vont continuer un processus d'une manière ou d'une autre. Et voilà comment il va terminer son entretien, qui doit être lu quand même par 350 000 lecteurs à peu près en France. Ceux qui pensent que rien ne se passera en cas d'échec se trompent. Nous avons trop investi dans cette Constitution pour accepter son échec. C'est quand même assez édifiant. Il n'y a jamais eu de réaction à la suite de cet entretien parfaitement scandaleux. Là encore, lors du précédent entretien, on vous a rappelé aussi quel avait été le mécanisme relatif aux institutions. Traité établissant une constitution pour l'Europe, selon un mandat d'ailleurs qui n'a pas été respecté par la commission Giscard d'Estaing, parce que je vous rappelle quand même que la commission Giscard d'Estaing n'avait aucun pouvoir pour rédiger un texte, et encore moins ce qui aurait pu être qualifié de constitution européenne. Je ferme la parenthèse. Mais un traité établissant une constitution pour l'Europe est adopté. Ce projet doit être ratifié par les différents États, et manque de chance, il y a des États qui ne sont pas gentils parce qu'ils ne ratifient pas. Et ce projet, on vous l'a dit, est refusé par certains États. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh bien, on fait revoter l'État. Vous votez mal, vous revotez. Alors bien sûr, on va changer le texte, on va enlever une virgule ici, on va en rajouter un point-virgule ailleurs, et puis ça y est, c'est quelque chose de nouveau, et vous avez intérêt fortement à l'accepter. Et d'ailleurs, je crois que c'est Valéry Giscard d'Estaing, peut-être que c'est un autre homme politique au niveau européen, qui avait dit, mais écoutez, le traité établissant une constitution pour l'Europe, c'était la Joconde. Le traité de Lisbonne, c'est la Joconde peinte par Picasso. Mais ça reste la Joconde. Donc, votez ce texte. Et effectivement, on a un texte aujourd'hui qui est absolument illisible, mais qui est quasiment le même texte que celui qui a été refusé. Donc, pour ce qui concerne la démocratie, effectivement, l'Europe a quand même un certain nombre de progrès à effectuer. Et puis, ma troisième observation pour ce qui concerne l'Europe, je dirais que ce sont des institutions baroques. Je vous avoue que je n'ai jamais compris les institutions européennes. Jamais. Alors, vous avez un Parlement, ça je comprends. Si ce n'est que ce Parlement, il avait relativement peu de pouvoir pendant pas mal de temps, il en a beaucoup plus maintenant. Il pourra en avoir plus, au regard, je dirais, des canons habituels des entre guillemets constitutions. Vous avez un organe judiciaire qui est un peu étrange maintenant,
parce que effectivement vous avez une Cour de justice, mais en même temps vous avez une Cour européenne des droits de l'homme qui ne fait pas partie de l'Union européenne, si ce n'est que maintenant l'Union européenne dans ses textes fait référence à la Cour européenne des droits de l'homme, et si ce n'est aussi que la Cour de justice s'est efforcée pendant pas mal de temps d'avoir une jurisprudence compatible avec la Cour européenne des droits de l'homme, et que maintenant elle n'hésite pas à citer des décisions de cette dernière. Mais surtout ce qui me gêne, c'est l'exécutif. Je dois dire que je n'ai jamais compris l'exécutif communautaire. Vous avez un conseil qui est censé représenter les États, et vous avez une Commission européenne qui est tout à la fois un organisme législatif, un organe, pardon, législatif et exécutif. C'est assez étrange, et effectivement, ce sont des institutions qui sont uniques au monde. Uniques. Alors, est-ce qu'on peut qualifier cette Union européenne? Quelle est la nature de l'Union européenne? Jacques Delors avait un mot très plaisant, il parlait d'OJNI, objet juridique non identifié. Je vais me référer à Valéry Giscard d'Estaing, ici comme ailleurs, dans une tribune de 2009. Voilà comment il définissait l'Europe. C'est une union d'États qui conservent leur identité, mais qui attribuent à l'Union certaines compétences qu'elle exerce sur le mode communautaire, c'est-à-dire fédéral. Je reviendrai après sur cette équivalence communautaire égale fédérale. Et finalement, c'était une définition qui était assez proche de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment dans sa dernière décision, mais qui n'a pas été novatrice sur ce point, sa décision du mois d'août, 9 août. Le Conseil constitutionnel nous dit que l'Union européenne, c'est une organisation européenne permanente dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transfert de compétences consentis par les États membres. Alors c'est une définition qui est très habile, parce que le Conseil constitutionnel semble faire référence aux organisations, et d'ailleurs dans son ancienne jurisprudence, il semblait faire de l'Union européenne une organisation internationale mais de nature spéciale. Et en même temps, il évite de prononcer des gros mots, notamment le terme de fédéralisme, qui serait d'ailleurs très embêtant au regard du respect de la Constitution française. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de juristes considèrent que finalement l'Union européenne c'est une institution sui generis, donc une expression latine voulant dire que c'est un genre à soi-même. Autrement dit, nous juristes, lorsqu'on n'arrive pas à cataloguer quelque chose dans une case juridique bien établie, eh bien on dit ah ben c'est quelque chose de spécifique, c'est sui generis. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est très rapidement l'opposition entre ce que je viens de traiter très rapidement, la construction européenne, et l'Europe libérale. Il y a véritablement deux conceptions de l'Union européenne qui se sont toujours opposées. Et là encore, je vais reprendre cet entretien de Valéry Giscard d'Estaing, car il a globalement très bien compris la différence entre ces deux conceptions. Il nous dit que la première conception, qui est d'ailleurs la sienne, c'est le projet des pères fondateurs. L'Europe, c'est une union d'États qui gère en commun une branche fédérale. Et en conséquence, dans les institutions communautaires, il y a priorité des institutions de caractère fédéral sur les institutions qui représentent les États. Et le traité de Lisbonne est en stricte continuité avec les traités précédents. La deuxième conception, nous dit-il, c'est la conception, alors on ne peut plus dire maintenant des méchants anglais, uniquement. La conception de la plupart des pays du nord de l'Europe, mais également d'une bonne partie des pays d'Europe centrale et orientale, comme on les appelle aujourd'hui. C'est une conception qui est issue du vieux projet de zone de libre-échange. L'Europe, ce n'est donc plus avant tout une union politique, c'est une zone de commerce libre qui est ouverte sur l'extérieur et qui est coiffée sur le plan politique par des institutions qui sont légères et, nous dit Valéry Giscard d'Estaing, à caractère confédéral, je vais y revenir. Bref, l'Europe, c'est avant tout un marché libre qui a une faible identité politique. Je pense que cela caractérise bien les deux grandes conceptions qu'on peut avoir de l'Union européenne, étant rappelé quand même que pour ce qui concerne les hommes politiques français les plus connus de ces dernières années, j'ai bien peur qu'il y ait peu d'entre eux qui partagent la seconde conception. Le troisième point, et ce sera le centre de mon exposé, c'est une entreprise de clarification sur
ce qu'est le fédéralisme européen. Il y a, je le disais, un flou dans les notions, mais c'est un flou qui est voulu en grande partie. Pas totalement, il y a tout simplement des personnes qui n'ont pas toujours une formation juridique. Il y a des personnes, allez, je vais être méchant, qui ne sont pas toujours très intelligentes. Ça existe. Ça n'a pas de rapport avec ma première appréciation. Mais il y a aussi des gens très intelligents. Et c'est là où je vais commencer à vous parler de ce que sont les États-Unis d'Amérique. Il y a une phrase de Confucius qui est traduite très librement par Hayek, que j'aime beaucoup. Lorsque les mots perdent leur sens, les hommes perdent leur liberté. C'est une phrase que j'aime beaucoup et je dirais qu'à longueur d'année, les libéraux passent leur temps à bien cerner les notions qui sont subverties, de manière voulue ou non, par leurs adversaires ou par les hommes politiques. Eh bien, la matière du fédéralisme s'applique parfaitement à cette citation. Je vais prendre 3 exemples, 2 issus des États-Unis d'Amérique et une de l'Europe. Le premier exemple, c'est la notion de peuple aux États-Unis. Lorsque la Constitution américaine de 1787 fait l'objet de débats, contrairement à ce que l'on peut croire en France, ceux-ci sont très nourris. Il y a une opposition frontale entre les partisans d'une centralisation plus ou moins forte des États-Unis et des partisans de droits préservés aux États. Je vous dirai après ce qu'il en est exactement. Beaucoup d'entre vous connaissent les premiers mots de la Constitution américaine. La Constitution américaine nous dit, selon la traduction habituelle, « nous, le peuple des États-Unis », etc. Eh bien, cette traduction ne va pas de soi, car en anglais américain, comme en anglais d'ailleurs, « people » est un terme qui, jusqu'au XIXe siècle, était invariable. Donc quand on dit « nous, peuple »,« we, the people », c'est du singulier ou c'est du pluriel. Et il est amusant de constater que pour une fois, les Anglais sont moins précis que nous. Donc, on peut traduire, et on peut comprendre, lorsqu'on est américain en 1787, nous, les peuples, et pas nous, le peuple. Alors, ce n'est pas la même chose. Avoir un peuple américain uni ou avoir 13 peuples différents des anciennes colonies britanniques, ce n'est pas la même chose, et vous comprendrez bien qu'il y a derrière ce terme-là des intentions particulières. Mais on peut traduire aussi autrement la continuité de la phrase. We the people of the United States. Des États-Unis, avec des majuscules. Mais on peut traduire autrement. On peut traduire des États avec un grand E, unis avec un petit U et pas de trait d'union. Et effectivement, on a là toute la difficulté du débat. Si ce terme de people a été choisi, c'est parce qu'il permettait justement cette ambiguïté. Parce que le terme people permettait de rallier les suffrages de ceux qui étaient très défavorables à une centralisation dans une Union américaine et les suffrages de ceux qui, au contraire, souhaitaient une centralisation. Deuxième exemple qui est issu des États-Unis et de la même Constitution américaine. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je suis désolé d'enfoncer un petit peu les portes ouvertes pour certains qui connaissent bien l'histoire américaine, mais il faut savoir que lors de la lutte des 13 colonies contre les cousins anglais, eh bien, en 1781, un texte a été adopté qui s'appelle, de manière très parlante, les articles de confédération, qui ont été mis en place en 1783 et qui se sont appliqués jusqu'en 1788 inclus. Dans ces articles de confédération, il y avait référence très souvent au terme de souveraineté, ne serait-ce que d'ailleurs dans le titre même de ce texte. Donc c'était une confédération qui préservait la souveraineté des États. Vous prenez ensuite la Constitution de 1787, qui va s'appliquer à partir de 1789, après sa ratification. Vous n'avez pas une seule fois le terme de souveraineté. Le terme de souveraineté est totalement absent. Ce n'est pas un hasard. Alors c'est une vieille technique des juristes. Soit vous utilisez des termes ambigus, soit vous n'utilisez pas certains termes lorsqu'ils vous gênent. Alors on va appliquer cette théorie, et ça sera mon troisième exemple, à l'Europe.
Là encore, c'est très interactif finalement. Je vais vous demander si vous connaissez l'origine du terme communautaire pour la communauté économique européenne, ou la communauté européenne, CEE puis CE. Pourquoi est-ce que ça s'est appelé communauté? Est-ce que quelqu'un le sait? Pas mal. Ça peut être dû effectivement à la CK, mais pourquoi est-ce qu'on avait choisi la communauté pour la CK? Ouais. Mais bon, pour un juriste, mettre en commun les moyens de production, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais vous n'avez pas tort. Pourquoi pas? Une traduction? Non, c'est pas du tout une traduction. C'est vraiment un terme français. Enfin, vous n'êtes pas très loin. Non, non, c'est pas une question de singulier et de pluriel. Vous êtes relativement proche. En fait, c'est un terme qui a été inventé par un juge, semble-t-il. Inventé, pas le terme communauté, mais il a été appliqué sous l'influence d'un juriste francophone, en l'occurrence un spécialiste de droit international public belge, parce que les hommes politiques au niveau européen se sont demandé comment on allait qualifier cette Union européenne. Comment la qualifier? On ne pouvait pas utiliser le terme de fédéral, ça aurait été un casus belli immédiat, donc il fallait utiliser un autre terme. Et ce juriste belge a proposé le terme de communauté. Pour quelle raison? Parce que pour un juriste, tant belge que français, vous savez que le code civil, enfin le code Napoléon s'applique en Belgique comme en France, mais s'il a un petit peu évolué de manière différente suivant les pays. Dans le code civil, la communauté renvoie uniquement à une chose, au droit de la famille et aux régimes matrimoniaux. Donc la communauté du mariage et le régime de la communauté. Mais, nous disait ce juriste, eh bien, le terme de communauté n'a aucune signification dans les autres branches du droit. Et c'est la raison pour laquelle, semble-t-il, on a utilisé ce terme de communauté, car en fait, il ne veut rien dire, en dehors d'un domaine déterminé. Autrement dit, il veut tout dire, il veut dire ce qu'on a envie qu'il dise. Et ça, c'est une grande technique des juristes. Alors, l'objet de ce troisième point, c'est de reprendre la grande classification des types d'États, encore que d'ailleurs la notion d'État ne va peut-être pas forcément s'adapter à ce que je vais dire, vous allez comprendre pourquoi, et de se demander ce que le fédéralisme américain peut nous apporter. Alors, traditionnellement, et ce sont essentiellement les juristes français, les constitutionnalistes français de la fin du XIXe siècle, qui ont classé, on a toujours la manie de classer en France, on distingue traditionnellement État unitaire, confédération d'États et État fédéral. Alors je vais reprendre ces 3 points. État unitaire, c'est simple. Ça ne pose pas beaucoup de difficultés. On définit généralement l'État unitaire en 3 points. Il y a une autorité centralisée unique dans un territoire et pour une population déterminée. Autrement dit, les mêmes lois s'appliquent à tout le monde. Et traditionnellement, l'État unitaire était centralisé. C'était l'Angleterre, hyper centralisée, c'était la France, hyper centralisée, jusqu'à finalement, il y a très peu de décennies. Donc pas de difficulté sur ce point. Le deuxième concept, c'est le concept de confédération d'États. Confédération d'États, c'est une vieille expression. N'oubliez pas qu'il y avait déjà des confédérations, au moins sous la Grèce antique, autour d'Athènes ou contre Athènes. Et vous verrez aussi que tous ces termes, fédéralisme, État fédéral, je parlerai d'autres termes après, sont issus de la même racine latine. Confédération, c'est cum fedus. Fedus, c'est l'alliance, le pacte, le traité. Ça a beaucoup de significations, mais ce sont des significations très parlantes. Qu'est-ce que c'est que la confédération d'États? La confédération d'États, c'est une association d'États. Ce sont des États qui préexistent à quelque chose et qui vont décider de mettre en place un organe dit intergouvernemental, non pas un État, un organe intergouvernemental, qui va prendre ses décisions, dit-on, à l'unanimité. Lorsque ces décisions sont prises à l'unanimité, elles ne s'appliquent pas directement aux citoyens des États, elles passent
par les gouvernements des États. Autrement dit, il y a un droit de veto qui existe au sein des États pour refuser éventuellement les décisions qui ont été prises par l'organe intercollégial, même si ça a été à l'unanimité. Et chacun des États, qui conserve totalement sa souveraineté comme avant la venue au monde de la Confédération, a un droit de sécession. Du moins, c'est le canon de la Confédération d'États tel qu'il a été construit par les juristes français à la fin du XIXe siècle. Alors, c'est un idéal type, pour parler comme Max Weber, c'est un idéal type, mais en fait, ça ne correspond pas et ça n'a jamais correspondu à la réalité. Alors, reprenons la réalité américaine. Les articles de Confédération de 1780-1783 ne fonctionnaient pas de cette manière, ne serait-ce que déjà sur 2 points. Un premier point qui est tout à fait évident, c'est que l'organe intergouvernemental qui s'appelait le Congrès fonctionnait selon un principe majoritaire et pas à l'unanimité. Certes, une majorité renforcée, mais pas à l'unanimité. Donc déjà, ça ne colle pas avec le canon qui est construit par les Français. Et puis, deuxième remarque, bien qu'elle soit discutée, en tout cas dans le texte des articles de Confédération, vous n'avez pas de droit de sécession. Ce qui va poser un problème récurrent. Existe-t-il, au moins de manière implicite, un droit de sécession au sein de l'Union américaine? C'est le problème qui va évidemment tarauder les Américains jusqu'aux années 1860. Alors, dernier concept, l'État fédéral. Qu'est-ce que c'est que l'État fédéral? Alors, il y a une conception française qui est très différente de la conception américaine. Si vous ouvrez des ouvrages de mes excellents collègues constitutionnalistes français, autrement dit, au sein d'un pays qui n'a jamais véritablement connu le fédéralisme, il est expliqué que le fédéralisme, notamment américain, c'est une juxtaposition, une superposition de gouvernements. Donc là, je n'ai pas de tableau, mais vous pouvez effectivement voir le schéma. Vous avez 50 États américains et au-dessus d'eux, un État fédéral à Washington. Donc au-dessus, parce qu'il est plus puissant, qui détient, je suis désolé de vous embêter avec des termes juridiques un peu techniques, qui détient la souveraineté externe, au moins, c'est-à-dire, en bref, les relations internationales et le pouvoir militaire. Et, évidemment, ce gouvernement fédéral va fonctionner selon un principe majoritaire. Les décisions s'appliquent aux États. S'ils ne sont pas contents, c'est le même prix. Et aucun État ne détient le droit de sécession. Si vous prenez ce schéma, qui est tout à fait commun, que vous trouvez dans tous les ouvrages français, et que vous l'énoncez à un Américain moyen, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre parce que ça ne correspond pas à la réalité américaine. Autrement dit, ce qui se trouve dans les ouvrages français est faux. Pour un Américain, quand on lui parle d'État, c'est évidemment son État, vous le savez parfaitement. Si vous avez discuté avec quelque Américain que ce soit, l'État, c'est l'État de Floride, c'est l'État du Texas, c'est l'État du New Jersey. En revanche, un Américain, normalement, ne parle pas d'État fédéral. Il parle de gouvernement de Washington ou de gouvernement fédéral. Mais pour lui, ce n'est pas un État. Par surcroît, il n'y a pas de principe hiérarchique. Je dirais que selon la théorie du fédéralisme américain, on peut décrire le fédéralisme selon, on va dire, 2 roues de bicyclette. Bon, en mauvaise part. Hein. 2 roues de bicyclette. Donc vous avez dans un cercle les compétences de chacun des 50 États américains, et puis dans un autre cercle indépendant, les compétences limitées du gouvernement fédéral. Alors ce schéma lui-même, en revanche, ne correspond pas plus à la réalité que l'autre, et il n'a jamais été dans l'esprit des pères fondateurs américains, notamment de James Madison. En fait, pour bien décrire le fédéralisme américain, comme pour décrire d'ailleurs tout système fédéral, on peut prendre l'image de 2 cercles, mais qui se touchent. Pourquoi se touchent-ils? Je dirais de manière normale au regard de la Constitution, parce que toute Constitution va dresser une liste, de manière très différente suivant les constitutions, une liste qui va être divisée en 3. Une liste de compétences qui appartiennent au gouvernement fédéral, une liste de compétences qui appartiennent aux États. Il est intéressant de voir qui a la compétence de droit commun, ce n'est pas la même chose partout. La compétence de droit commun concerne les États pour ce qui concerne les États-Unis, mais au Canada, c'est le contraire. Et puis une 3e liste qui concerne les compétences partagées. On a exactement la même chose au niveau européen actuellement. Et justement, cette compétence partagée, c'est une compétence, comme son nom l'indique, qui doit être exercée par les États, mais qui doit céder d'une manière ou d'une autre lorsque le gouvernement fédéral intervient.
Mais les deux cercles se touchent également, c'est ce qu'on appelle la zone grise, parce que inévitablement, il y a ce qu'on appelle des conflits de compétences. Autrement dit, le gouvernement fédéral, il veut s'octroyer un certain nombre de compétences par une interprétation du texte constitutionnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour éviter les blocages? Eh bien, de manière très intelligente, les Américains ont créé un système judiciaire et constitutionnel particulier qui va déboucher en dernier ressort sur des cours suprêmes au sein de chacun des 50 États et finalement sur la Cour suprême des États-Unis que vous connaissez. Et là encore, il y a eu des conceptions différentes suivant les rédacteurs de la Constitution américaine en 1787. Voilà ce que c'est que ces trois concepts. Trois concepts. En réalité, on doit parler, et je terminerai sur ce point ainsi, d'un quatrième concept, c'est la fédération. Car effectivement, vous auriez pu me dire, mais vous me parlez d'un certain nombre de concepts, mais vous avez oublié la fédération. Je ne l'ai pas oublié. Fédération, même chose, toujours la même racine latine, fédératio, l'alliance, l'union. En allemand, c'est le Bund. Il est intéressant de voir d'ailleurs quelle est l'origine du Bund en Allemagne. Je m'échappe très rapidement des États-Unis. Le Bund, c'est le terme qui est utilisé par Luther dans sa traduction de la Bible en allemand pour décrire l'alliance du peuple juif avec Dieu. Et le Bund, c'est le terme qui va être utilisé par les auteurs allemands au XIXe siècle, puis au XXe siècle, pour caractériser la fédération allemande qui va suivre la confédération germanique, donc à partir en gros, du milieu du XIXe siècle. Le Bund, qu'est-ce que c'est? La fédération, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question. La fédération, elle a une signification particulière pour la doctrine française à la fin du XIXe siècle. La fédération, c'est un genre. C'est un genre qui contient deux espèces. La fédération, c'est un genre qui contient les deux espèces de l'État fédéral et de la confédération d'États. Autrement dit, si j'applique cette théorie-là, lorsque l'on parle de fédération européenne, ça ne nous renseigne absolument pas sur ce qu'elle est. C'est un régime fédéral, on sait que ça n'est pas unitaire, mais ça peut très bien être une confédération comme un État unitaire. Aujourd'hui, au sein des Allemands comme au sein des Français, souvent d'ailleurs très marqué politiquement à gauche, il y a des théories de la fédération qui ont été construites essentiellement en se fondant sur un auteur allemand on ne peut plus antilibéral, puisque ça a été quand même le juriste officiel du régime nazi, Carl Schmitt. Carl Schmitt publie en 1928 un ouvrage qui s'appelle La théorie de la fédération, qui est un ouvrage, pardon, excusez-moi, lapsus révélateur, La théorie de la Constitution, qui est un gros ouvrage qui contient une partie relative à la fédération. Et il va construire un nouveau concept, en tout cas, il va mettre dans un concept ancien quelque chose de nouveau. Ce concept, c'est le Bund, c'est la fédération. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il constate que les États fédéraux, les prétendus États fédéraux des années 1920 sont en réalité des États unitaires. Il constate que l'Allemagne, pays dans lequel il vit, que les États-Unis sont des États unitaires, tout simplement parce que le gouvernement fédéral a pris une telle ampleur par rapport aux origines, par rapport à ce qui était prévu originellement, particulièrement aux États-Unis, qu'il s'agit d'une espèce particulière des États unitaires. Ce sont des unitaires extrêmement centralisés. Et c'est la raison pour laquelle la doctrine française aujourd'hui considère que les États fédéraux sont en réalité des États unitaires, très fortement décentralisés, et qu'il y a une convergence entre les différents types d'États de par le monde. Autrement dit, vous savez que nos États unitaires, type France, ça vaut aussi pour l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, nos États unitaires sont de plus en plus décentralisés. Petite parenthèse, même si on a décentralisé de manière centralisée, comme disait un grand juriste français, mais je ferme la parenthèse, on a mal décentralisé. Et en même temps, les États fédéraux, à commencer par les États-Unis, ont été dans l'histoire de plus en plus centralisés, particulièrement après la guerre de sécession. Alors j'en viens à deux concepts qui sont utilisés de manière industrielle pour ce qui concerne l'Europe. Je vous ai embêté avec des choses très techniques, mais si je vous ai embêté, c'est pour en venir à deux expressions, la Fédération d'États-nations et les États-Unis d'Europe.
Qu'est-ce que c'est que la fédération d'États-nations? Vous avez souvent entendu des hommes politiques utiliser cette expression, ne serait-ce encore que José Manuel Barroso, qui au mois de septembre nous a dit, je le cite, « Notre horizon politique, c'est d'évoluer vers une fédération d'États-nations, c'est-à-dire une fédération partageant la souveraineté, mais une union qui se trouve aux côtés des États membres et pas contre les États membres. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de fédération d'États-nations? D'un certain point de vue, là encore, je ne vais pas totalement vous éclairer, je n'en sais rien. Je n'en sais trop rien, mais je vais essayer de comprendre avec vous. Indéniablement, il s'agit d'un affichage publicitaire. Parce que si vous demandez aux gens de définir la fédération d'États-nations, souvent ils auront beaucoup de difficultés à vous l'expliquer. Manifestement, la notion de fédération d'États-nations est construite en deux. Vous avez fédération d'un côté, État-nation de l'autre. Donc fédération, ce qui renvoie à un mécanisme fédéral, mais en même temps, on vous parle d'État-nation. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans une confédération d'États, c'est un mécanisme qui est beaucoup plus intégré, mais en même temps, il ne s'agit pas d'aller vers un État fédéral, autrement dit, on utilise cette expression pour dire, d'une part, on n'est plus dans un État, une confédération d'États, mais d'autre part, on ne va surtout pas vers une Europe centralisée, on va préserver l'intégrité des États. Voilà ce que ça veut dire de manière plus ou moins floue. Mais ce qui est intéressant, c'est que M. Barroso utilise la notion de souveraineté partagée. On va partager la souveraineté. Je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel apprécie beaucoup cette expression. Pour un juriste français ou allemand, ça ne veut rien dire. Pour un juriste français ou allemand, la souveraineté est automatiquement indivisible. La souveraineté partagée, ça ne veut rien dire. On va revenir à l'exemple américain. On nous dit souvent, il y a une différence entre la souveraineté américaine et la souveraineté sur le continent européen. Eh bien, la souveraineté américaine, ce serait une souveraineté divisée. Il y aurait une souveraineté qui serait divisée entre les États, les 50 États, et le gouvernement fédéral. En réalité, si on lit bien les auteurs américains, à commencer par ceux de la fin du XVIIIe siècle, on constate qu'ils ont finalement la même conception de la souveraineté que les continentaux. C'est la souveraineté indivisible du peuple. C'est le peuple souverain qui va déléguer l'exercice de sa souveraineté à différents niveaux de compétences, au gouvernement fédéral ou aux États. Mais je n'ai pas résolu le problème parce que lorsque je dis que c'est la souveraineté populaire, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, la souveraineté de quel peuple? Le peuple uni américain ou le peuple de chacun des 50 États? Eh bien, il y a encore des débats entre constitutionnalistes américains sur cette question-là. Deuxième expression qui est très souvent utilisée, les États-Unis d'Europe. Alors, je vais prendre quelques personnes, peut-être qu'on n'attendrait pas sur le sujet. Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg en 2009, nous dit ceci. « Je ne suis pas fédéraliste au sens britannique du terme. L'Europe n'a pas vocation à ressembler aux États-Unis d'Amérique. Les nations ne sont pas une invention provisoire de l'histoire, mais je suis fédéraliste au sens européen du terme. » Deuxième citation, Laurence Parisot. Un article de 2011. La solution, dit-elle, s'appelle les États-Unis d'Europe, fédéralisme européen, délégation de souveraineté. Troisième citation, dans le sens plus amusant, Bernard Tapie, nanar, dans une tribune il y a quelques jours, qui rappelait qu'en 1994, il avait conduit la liste radicale autour d'un programme très porteur, résolument fédéraliste, disait-il, et il considérait qu'à partir du moment où cette liste avait connu un certain succès, voire un succès certain, eh bien, cela manifestait le fait qu'une bonne partie des citoyens français avaient manifesté son intention de construire les États-Unis d'Europe. Que sont les États-Unis d'Europe? C'est une expression assez ancienne, qui date en réalité de la fin des années 1830 et du début des années 1840. C'est une expression qui a été popularisée, on le sait, par Victor Hugo en grande partie, puis par Churchill et d'autres personnes. Qu'est-ce que c'est que cette expression d'États-Unis d'Europe? Bien là encore, je ne sais pas si je pourrais
précisément répondre à votre question. Les États-Unis d'Europe, oui, mais lesquels? Quel projet américain? S'agit-il du projet de confédération des années 1780 ou le projet qui a suivi de constitution américaine? Alors on peut supposer bien sûr que c'est la deuxième réponse qui est la bonne, mais au sein de cette constitution américaine, de quoi s'agit-il? S'agit-il des partisans d'un gouvernement fédéral fort, du type Hamilton, ou s'agit-il des partisans d'un gouvernement fédéral au pouvoir limité, ce qui était l'idée de Thomas Jefferson, qui, je le rappelle, n'a pas participé à la rédaction de la Constitution américaine et qui était d'ailleurs très défavorable à la Constitution américaine. Je vous rappelle qu'il était ambassadeur de France, ambassadeur en France à l'époque, et ce qui a été également l'avis de James Madison plus tard. Il a changé d'avis assez fortement sur la question. Quatrième point que je traiterai assez rapidement, qu'est-ce que c'est que le fédéralisme libéral? Alors ça a déjà été un petit peu exposé, et même assez largement dans l'exposé précédent. Je citerai quatre termes ou quatre expressions qui, à mon avis, caractérisent le fédéralisme libéral. Le premier mot, c'est un mot dont vous pourrez vous étonner que je ne l'ai pas prononcé, c'est le terme de subsidiarité. Je dirais, avec un mauvais jeu de mots, que c'est bien entendu la subsidiarité bien entendue. C'est la subsidiarité bien entendu. La subsidiarité libérale, ça n'est pas la subsidiarité communautaire. Ce n'est pas la subsidiarité de Jacques Delors. Ça n'est pas la subsidiarité qu'on trouve dans les textes communautaires. C'est la subsidiarité, je dirais la double subsidiarité, ce que j'appelle en tout cas la double subsidiarité. D'abord, c'est la différence entre la société civile et l'État. Autrement dit, lorsque la sphère de l'État n'est pas concernée, elle doit laisser le champ totalement libre à la sphère de la société civile. Ensuite, c'est la subsidiarité, non plus la subsidiarité horizontale, mais la subsidiarité verticale. Et c'est une subsidiarité qui va non pas descendre des institutions européennes, mais remonter, non pas du niveau le plus bas, j'allais dire du niveau intrinsèquement le plus élevé qui est l'individu, jusqu'aux communautés supérieures, jusqu'aux sociétés naturelles, qui peuvent être les associations, les entreprises, etc., au niveau politique et en dernier ressort seulement au niveau européen. Et il y a là, évidemment, tout ce qui peut différencier, et ce sera le second terme que je vais citer, le projet fédéral européen à base de concurrence, à base d'harmonie, et le projet centralisateur à base d'harmonisation. Le fédéralisme, c'est pour les libéraux la contrepartie, fût-elle imparfaite, du marché dans l'ordre politique. Le fédéralisme, c'est l'institutionnalisation de la concurrence entre les gouvernements, et c'est donc un frein à la menace du monopole. De là l'horreur de cette expression souvent utilisée à droite et à gauche de gouvernement mondial. Nous ne voulons ni gouvernement mondial, ni gouvernement européen. Nous voulons la concurrence entre les gouvernements. La troisième expression que je citerai, c'est bien sûr l'ouverture des frontières, autrement dit l'antiprotectionnisme. Et la quatrième expression, je vais y revenir dans ma conclusion, et là aussi vous pourrez vous étonner peut-être que je ne l'ai point prononcée jusqu'ici, c'est la souveraineté de l'individu. Je voudrais, pour bien comprendre ce que peut être un projet libéral pour l'Europe, m'intéresser à un texte que vous avez lu, je suppose, pour certains d'entre vous, un texte du mois de février dernier, qui est un texte établi par 12 premiers ministres au niveau européen, anglais, italien, espagnol, polonais, tchèque. Ne cherchez pas, évidemment, il n'y avait pas le français. C'est une lettre qui a été adressée aux autres membres du Conseil avant un sommet européen et qui devait définir une sorte de planche de route pour l'avenir autour de 8 points différents. Je m'intéresserai à 5 points, je me contenterai de les énoncer. Progresser dans la réalisation et l'achèvement du parti unique en commençant par le secteur des services. Agir pour assurer et conserver une économie mondiale véritablement ouverte. Réduire le poids des réglementations européennes. Favoriser le bon fonctionnement du marché du travail. Se doter d'un secteur financier solide, dynamique et concurrentiel. Donc on a là exactement l'inverse de ce qu'on a eu lors de la campagne électorale française. C'est-à-dire que vous aurez constaté qu'on ne parle pas de concurrence déloyale de méchants étrangers, on ne parle pas
de taxes aux frontières de l'Europe, on ne parle pas d'harmonisation fiscale, on ne parle pas d'harmonisation sociale, etc., etc. On parle manifestement d'une politique de l'offre, on parle d'un renforcement de la concurrence, on parle d'une ouverture des marchés, on parle d'une lutte contre le protectionnisme, on parle d'un combat contre la réglementation abusive de Bruxelles. On a là, je pense que ça peut intéresser le PLD, une sorte de feuille de route qui peut être très largement améliorée, mais qui peut constituer une base de programme, ou en tout cas un document intéressant pour construire un programme. En conclusion, je m'intéresserai très rapidement à une question qui est assez souvent posée. Pourquoi les systèmes fédéraux, ça vaut pour les États-Unis, et je vais me concentrer sur les États-Unis, sont-ils systématiquement centralisateurs? Pourquoi diable, dans l'histoire, les mécanismes fédéraux ont abouti à des mécanismes de moins en moins fédéraux, avec des hauts et des bas, avec une progression plus ou moins lente? Certainement d'abord parce que, au niveau fédéral comme au niveau fédéré, le pouvoir corrompt. On a des hommes politiques qui, bien entendu, ont comme idée, parfois d'ailleurs en toute bonne foi, d'avoir plus de pouvoir, peut-être pour faire plus de bien aussi, dans leur idée. Et il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de dialectique du fédéralisme. La structure fédérale, c'est quelque chose qui libère, mais c'est aussi quelque chose qui peut asservir. Et on le voit très bien avec Bruxelles. Bruxelles nous a libérés, nous Français, de réglementations abusives. Bruxelles a permis une concurrence au niveau français qui n'existait pas, alors que les gouvernements français de droite et de gauche ont toujours freiné des cas de fer. Donc vive Bruxelles. Et en même temps, Bruxelles a surréglementé. Bruxelles a accaparé un pouvoir considérable, non pas fiscal, puisque heureusement pour le moment, il n'y a pas de ressources considérables au niveau communautaire, mais sur le plan de la réglementation. La machine à taxer n'existe pas encore totalement aujourd'hui, heureusement, mais la machine à réglementer, elle existe bien. Autrement dit, le niveau fédéral peut libérer, le niveau fédéral peut aussi spolier. Et à vrai dire, le niveau fédéral va faire les deux en même temps. La question est de savoir si c'est plus ou si c'est moins. Alors il faut quand même dire, avec l'exemple américain, malgré tout, qu'en tout cas, si on s'intéresse uniquement à la sphère institutionnelle, il semble tout de même que la sphère institutionnelle américaine ait beaucoup mieux préservé la liberté que la sphère institutionnelle française. Je dois dire aussi que dans les critiques que j'ai exposées, certains conservateurs, dont je ne suis pas, partageraient plusieurs points. Mais je crois que ce qui nous distingue des socialistes est très clair. Ce qui nous distingue des conservateurs ne l'est pas moins, malgré tout. La question des États-nations ne nous intéresse pas. La souveraineté des États-nations, ça ne me dit rien personnellement. Il ne faut pas oublier qu'il y a, dans toutes ces conceptions de droite ou de gauche, une conception holistique qui prévaut, autrement dit une conception anti-individualiste. Et je me permettrai de faire retour. Pour préparer cette conférence, je me suis référé à un certain nombre d'ouvrages, de brochures, notamment d'ouvrages qui avaient été publiés autour d'Alain Madelin avec Euro 92, qui avait fait un énorme travail au tournant des années 80 et 90. Et dans cette période, il y avait eu un manifeste qui avait été publié par plusieurs centaines d'universitaires européens, je crois un millier, en 1990. Et dans ce manifeste qui s'appelait le Manifeste pour l'Europe des Européens, alors ce qui paraît un titre presque idiot, bah oui, l'Europe c'est l'Europe des Européens, eh bien ça n'était pas du tout un titre idiot. Ce manifeste voulait dire par là que ça n'était pas un manifeste pour les États. L'Europe n'était pas là pour ajouter un surcroît d'États, l'Europe n'était pas là pour ajouter une couche de réglementation supplémentaire, pour spolier les individus. L'Europe n'était pas là pour les États, l'Europe était là pour les individus. C'était ça, l'Europe pour les Européens. Et ce manifeste disait notamment que l'harmonisation, la véritable harmonisation, c'est-à-dire en réalité l'harmonie, pas l'harmonisation forcée à base de texte, c'était l'union par la liberté et la mise en concurrence. Et je crois que
ce sera ma conclusion définitive, l'Europe des libéraux, ça n'est pas l'Europe des États, ça n'est pas non plus l'Europe du fédéralisme au sens français du terme, c'est-à-dire l'Europe du fédéralisme centralisateur ou bureaucratique. L'Europe, c'est l'Europe des individus. Je vous remercie.